Bien, bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, nous avons conclu sur le cycle La Chine est-elle encore une civilisation ? Point d'interrogation. En évoquant le face-à-face intellectuel entre, d'un côté, les straussiens chinois, Gan Yang et Liu Xiaofeng, inspirés par le Léo Strauss de Chicago, auteur notamment de ce livre qui parle de la bataille à la fois entre Gujin, c'est-à-dire les anciens et les modernes, et Zhongxi, c'est-à-dire la Chine et l'Occident. Un livre paru en 2006, et d'autre part, Madame Shadi Barch, cette professeure d'études grecques, elle aussi de Chicago, et autrice en particulier de ce livre tout récent, paru au début de l'année, intitulé Plato Goes to China, avec pour sous-titre The Greek Classics and Chinese Nationalism, c'est-à-dire donc Platon va en Chine, je disais la dernière fois plutôt s'en va en Chine, les classiques grecs et le nationalisme chinois. Alors, je ne sais pas si vous voyez clairement ce qu'il y a dans les étoiles, qui reproduisent évidemment les étoiles du drapeau chinois. Tout en haut, vous avez la tête du président Xi Jinping. Ensuite, Platon. En dessous, Socrate. Et tout en bas, la statue actuelle de Confucius. C'est celle qu'on voit un peu partout en Chine. Alors, vous aurez vu que, comme l'a annoncé cet idéologue dont je parlais la dernière fois à la fin du cours, Aristote a disparu. Aristote n'existe pas, donc il ne figure pas sur cette couverture. Alors, nous avons donc ici une guerre ce que Madame Barch appelle the War of Rationalities, la guerre des rationalités, ou on peut aussi l'appeler la guerre des antiquités, qui vient doubler le face-à-face, voire le bras de fer géopolitique entre la Sparte et l'Athènes d'aujourd'hui, à savoir les États-Unis et la Chine, qui étaient donc représentés de manière un peu caricaturale de cette façon. Alors, même si vous ne percevez probablement pas le rapport entre ce face-à-face assez binaire, ce choc des civilisations, un clash of civilizations pour reprendre la formule de Huntington. Donc si vous ne voyez pas le rapport entre cela et la phrase de Montesquieu qui sert de point de départ du cours de cette année, je la rappelle, la Chine est un État despotique dont le principe est la crainte. En fait, moi je vous le dis, il y en a un de rapport, et c'est même un rapport direct. Bon, alors vous allez peut-être me dire, ça y est, je sais, c'est le propos qui tourne en boucle actuellement dans tous les médias internationaux, qui a été répété à 2 reprises par le président Biden au sujet de son homologue chinois, le président Xi Jinping, qu'il a qualifié donc à 2 reprises de dictateur. Alors c'est une étiquette que le président Biden a confirmée tout dernièrement après leur rencontre en marge de l'APEC à San Francisco, qui était une réunion qui était censée les rapprocher. Alors c'était peut-être pas forcément la chose la plus diplomatique à dire, mais Biden, je le cite un petit peu de mémoire, il dit oui, Xi Jinping est un dictateur,
Et je crois qu'il a ensuite continué en disant quelque chose comme a guy who runs a country which is a communist country based on a form of government which is totally different from ours. C'est-à-dire, donc, il l'appelle familièrement donc un gars qui est à la tête d'un pays, qui est un pays communiste, et qui est donc fondé sur une forme de gouvernement qui est totalement différente de la nôtre. Donc là, il y a l'habituel discours sur l'altérité de la Chine. La Chine, elle n'est pas comme nous, et elle n'est pas comme nous dans la mesure où justement c'est une dictature. Alors, évidemment, ce genre de propos n'est pas totalement sans rapport avec la phrase de Montesquieu, mais du point de vue de l'historien, tout est forcément plus complexe, c'est pas aussi brut de décoffrage, et ça remonte évidemment beaucoup plus loin que ce qui s'est passé la semaine dernière. Bon. Alors, comme il convient de le souligner, c'est précisément ce genre d'opposition frontale, ce qu'on a appelé le choc, ou en anglais le clash, qui fait courir le risque de tomber dans le piège de Thucydide. Et ce devrait être le rôle des intellectuels et des universitaires que nous sommes, de prendre du recul, non pas pour se mettre en retrait, mais pour essayer d'y voir plus clair et de voir les choses en perspective plutôt que de se contenter du coup par coup de l'actualité. Alors, cette phrase de Montesquieu, nous avons en réalité déjà eu l'occasion de la citer en passant au cours du cycle précédent sur la civilisation. En effet, de la même façon que la revendication de civilisation, dont nous avons vu que paradoxalement elle a mené à un choc frontal et non à un monde plus civilisé, la phrase de Montesquieu a fait également l'objet de débats acharnés, voire d'oppositions radicales menant à une guerre de camps retranchés. Alors, dans cette bataille, nous retrouvons le nom de ce professeur de philosophie politique de l'université Fudan de Shanghai, qui s'appelle Bai Tongdong, dont nous avons déjà parlé assez longuement l'année dernière dans notre dernière année du cycle sur la civilisation. Donc vous avez en caractère chinois, en gros caractère doré, le nom de la discipline dont il se réclame, Zhengzhi, c'est-à-dire donc la philosophie politique. Alors, ce qui nous avait intéressé l'année dernière, c'est un article relativement récent qui est paru pendant la pandémie en 2021, dont vous avez le titre au bas de la diapositive et que je traduis aux marges de la civilisation, réflexion sur la place historique de la civilisation chinoise et le progrès de la civilisation humaine. Alors, c'est un article qui est paru dans la revue Zhongguo Zhengzhixue, c'est-à-dire Sciences politiques de Chine, et son auteur, donc que vous avez sur la photo, le professeur Bai Tongdong, donc, est né en 1970. Il est donc actuellement âgé de 53 ans. Et il est, comme je viens de l'indiquer, professeur au département de philosophie à l'université Fudan de Shanghai, où j'ai moi-même étudié.
mais en fait, étant donné que ce professeur est bien plus jeune que moi, je l'ai rencontré plus tard, en continuant à aller à Shanghai. Alors, il fait partie de cette génération d'intellectuels et d'universitaires qui sont justement trop jeunes pour avoir connu la révolution culturelle, qui s'est terminée en 1976, donc il était encore enfant à l'époque, et ces intellectuels qui ont profité à plein de la période qui a suivi immédiatement la fin de la révolution culturelle, à savoir cette période de réforme et ouverture, 改革开放, qui a été ouverte par Deng Xiaoping, qui a lancé donc la Chine sur la voie des réformes et qui a, on a pu le constater, commencé à se refermer avec l'accession au pouvoir de Xi Jinping à la fin 2012. Donc nous avons ici à peu près 30 ans, au fond, de période de réforme et ouverture, dont ce professeur a pleinement profité. Alors, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que Bai Tongdong a commencé par faire des études de physique nucléaire à Pékin, avant de s'intéresser à la philosophie, comme quoi tout le monde a le droit de changer d'avis et on voit que tous les chemins mènent à la philosophie. Alors, comme je l'ai dit, il s'intéresse plus particulièrement à la philosophie politique. Il est parti étudier aux États-Unis, où il a obtenu son doctorat, le PhD américain, à l'université de Boston. Et ensuite, il a enseigné pendant pas mal d'années à l'université Xavier de Cincinnati, dans l'État de l'Ohio. Alors, l'université Xavier, comme son nom l'indique, est une université jésuite. Et en 2010, Bai Tongdong a décidé de retourner en Chine. C'est une décision qui apparaît de manière assez exceptionnelle, en fait, dans le groupe, justement, de ces universitaires chinois qui sont partis aux États-Unis. Beaucoup d'entre eux ne sont pas retournés en Chine. Alors, ce sont peut-être justement ces années d'enseignement dans une université jésuite qui ont valu à Bai Tongdong sa nomination récente, en janvier 2023, à l'Académie pontificale des sciences sociales. Rappelons que le pape François, notre pape actuel, est un jésuite, un jésuite argentin. Alors c'est intéressant de voir une personnalité comme ça, qui se dit complètement athée, etc., rejoindre l'Académie pontificale. Alors, comme je le disais, Bai Tongdong a pu étudier, enseigner et même publier aux États-Unis avant de faire retour en Chine et à la Chine, comme l'ont fait avant lui nos Straussiens Gan Yang et Liu Xiaofeng. Donc, il est l'un de ces intellectuels en vue en Chine qui s'efforce de puiser dans les ressources de la pensée traditionnelle chinoise, et à commencer par la pensée confucéenne, et de les confronter aux théories occidentales modernes. Alors, on voit bien qu'il n'entre pas dans la cohorte des intellectuels, ou plus exactement des idéologues, qui sont ouvertement et exclusivement au service de l'idéologie et de la propagande officielle, tel ce monsieur Qin Sanrong qui, comme nous l'avons vu la dernière fois, a entrepris donc de remettre en cause l'existence historique d'Aristote. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, en commentant la couverture du livre de Madame Bartsch, que nous n'avons pas Aristote, probablement parce qu'il a été
disparu par nos collègues chinois. Alors, je dois dire un ami éditeur de surcroît me dit ah, bonne nouvelle, comme ça fait un auteur de moins à lire. Bon. Alors, Bai Tongdong présente donc sur beaucoup de ses collègues chinois l'avantage de taille qu'il parle couramment anglais et qu'il a donc publié certains de ses ouvrages en anglais, essentiellement deux. Tout d'abord, ce livre qui s'intitule China, The Political Philosophy of the Middle Kingdom, donc Chine, la philosophie politique de l'Empire du Milieu, qui est paru chez Z-Books en 2012. Alors vous voyez sur la couverture un grand caractère en rouge, Zhong, qui veut dire donc le milieu, et qui est une façon de réaffirmer la centralité de la Chine, c'est-à-dire vraiment la Chine comme empire du milieu. Et le deuxième livre en anglais important de Bai Tongdong, c'est ce livre qui s'intitule Against Political Equality, The Confucian Case, donc contre l'égalité politique. Vous sentez un petit peu la provocation ici. Le cas confucéen, paru aux presses universitaires de Princeton en 2019. Alors, dans ces deux livres, Bai Tongdong puise dans la tradition confucéenne et dans la philosophie politique comparée, où il convoque très fréquemment des auteurs comme John Rawls, pour chercher des alternatives à la démocratie libérale. Bai Tongdong est donc un de ces intellectuels qui tentent, d'intellectuels chinois, qui tentent de maintenir la discussion ouverte avec les élites américaines et sur des problématiques susceptibles de les intéresser. Et c'est donc le cas, j'y reviens un instant, de cet article qui s'intitule « Aux marges de la civilisation » et qui essaye donc de redonner sa vraie place à la civilisation chinoise dans le progrès de la civilisation humaine. Alors, vous avez ici sur la diapositive le plan de cet article. La première partie, ce sont les prémices du développement de la civilisation humaine. Alors, quelles sont ces prémices? Il faut donc des gènes, des humains, des gens, des humains, beaucoup d'humains qui ont le loisir de communiquer et d'échanger. Deuxième partie, Wenming Zhongxin, donc ce qui est au centre de la civilisation, Wenming Zhiwai, c'est-à-dire donc ce qui est en dehors de la civilisation, et Wenming de Bianyuan, c'est-à-dire donc ce qui est en marge. Et les quatre grandes inventions qui ont fait avancer la civilisation. Ensuite, troisième partie, alors la question vraiment centrale, c'est la Chine est-elle la seule civilisation unifiée continue? Ça, donc là, c'est dans cette partie-là que Bai Tongdong s'attaque donc à cette formule magique qui est considérée comme acquise désormais, mais qui est en fait tout à fait contestable. La quatrième partie, c'est refuser à la fois de se rabaisser, mais aussi refuser de se vanter à tort et à travers, c'est-à-dire rejeter à la fois l'auto-dénigrement et l'auto-glorification. Et enfin, en conclusion, encourager toujours plus de libre compétition entre toutes les civilisations du monde.
Ici, Baitongdong emploie à dessein, pour ce que j'ai traduit par Le Monde, cette expression ancienne chinoise, tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel. C'est une expression qui est revenue en force dans le discours des intellectuels chinois actuels et sur laquelle Paet lui-même a ses propres idées, comme nous le verrons plus tard. Alors, donc, pour vous rappeler dans les grandes lignes ce que dit cet article, c'est que ce qu'il fait, c'est qu'il récuse poliment mais fermement les affirmations très agressives qui concernent le caractère soi-disant unique et la longévité, elle aussi unique, de la civilisation traditionnelle chinoise. Comme nous l'avons vu, ce genre d'affirmations sont maintenant devenues monnaie courante et ne sont pas du tout l'apanage d'un groupe particulier, au point qu'elles apparaissent également fréquemment dans les discours et les pensées du président Xi Jinping sur la civilisation chinoise. Dans tous les cas, c'est une notion qui nous est évidemment familière, cette notion selon laquelle donc la Chine est la seule civilisation aussi ancienne et aussi continue dans le monde. Alors, ce que Baitongdong montre, en gros, c'est que toutes ces affirmations ne sont en réalité vraies qu'en partie. C'est-à-dire que si elles ont un élément de vérité, ça n'est qu'une partie de la vérité. Puisque selon lui, la civilisation s'est développée, il le reconnaît pleinement, d'abord dans l'Égypte ancienne et la Mésopotamie. Et quant à la Chine était tranquillement située donc à l'extrémité extrême orientale de l'Eurasie, et donc était un petit peu à l'écart justement de ces grands centres de civilisation qui étaient l'Égypte et la Mésopotamie, mais elle était quand même bien placée à l'autre extrémité du continent pour tirer profit de tous ces développements, même si ça s'est passé à une époque nettement plus tardive. Donc ici, Baitongdong dit très clairement que la Chine ne fait pas partie donc de ces centres fondateurs de la civilisation humaine. Et pour ce faire, c'est assez intéressant de noter qu'il commence par se référer aux travaux d'un Américain, un auteur un petit peu à succès, qui s'appelle Jared Diamond, pour définir ce qu'est la civilisation plutôt que de partir des formules incantatoires du discours officiel chinois. Alors ce Jared Diamond a publié énormément de livres, dont celui-ci en 1997 qui s'intitule Guns, Germs and Steel, en sous-titre Short History of Everybody for the last 13,000 years, c'est-à-dire donc des armes, des microbes et du métal, une brève histoire de tout le monde, everybody, depuis les dernières 13 000 années. Bon. Et donc là, vous voyez en dessous qu'il y a déjà en fait 1 million de copies d'exemplaires qui ont été vendus, mais enfin, il a vraiment fait un tabac, comme on dit familièrement, et ça a été bien sûr traduit en français, mais sous un titre qui n'a absolument rien à voir avec le titre anglais, De l'inégalité parmi les sociétés, Essai sur l'homme et l'environnement dans l'histoire, paru chez Gallimard dans la collection Folio 10 ans plus tard, en 2007.
Alors, ce que tout cela montre, c'est que la Chine, certes, a pleinement participé au fameux âge axial, hein, c'est-à-dire situé aux environs des années 500 à 300 avant l'ère chrétienne, pendant laquelle donc la plupart des traditions religieuses et philosophiques ont pris forme à travers donc l'Asie, mais la Chine ne peut certainement pas se revendiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'une des fondatrices de la civilisation humaine, hein, même si, bien sûr, son rôle dans le développement de la civilisation en Asie est indéniable à des époques ultérieures. Et de la même façon, Bai Tongdong réaffirme que la civilisation chinoise n'a pas été véritablement continue, hein, comme le dit la formule officielle, dans la mesure où des très grandes portions du territoire chinois ont été à plusieurs reprises conquis et régis par des régimes étrangers, parmi lesquels donc on trouve notamment les Mongols, qu'on appelle la dynastie Yuan en chinois. Et je rappelle à ce propos que il y a eu cette controverse concernant l'exposition qu'il y a actuellement à Nantes sur Gengis Khan. Donc la Chine, qui a été sollicitée pour envoyer donc des artefacts, etc., en fait a exigé que donc l'exposition et le catalogue ne comprennent pas le mot empire, hein, le mot voilà, enfin donc elle est intervenue de façon extrêmement là aussi intrusive dans la conception de cette exposition qui finalement le Bouddha soit loué s'est faite sans la Chine. Bien. Alors selon Bai Tongdong, la dynastie mongole a fait selon lui pas mal de dégâts et a eu une influence néfaste sur le restant de l'histoire chinoise. Alors ça c'est son point de vue. C'est quand même assez étonnant de voir que chez des intellectuels qui a priori ne sont pas idiots, ont lu de façon assez étendue, ont un élément d'esprit critique, hein, gobent en fait ce genre d'idées préconçues. Hein. Bon, je vous dis pas aussi, enfin les discussions que j'ai actuellement avec des collègues chinois qui pourtant, enfin bon, sont des amis que je connais pour leur esprit critique et qui sont dans le déni total, hein, de certaines choses qui se passent en Chine, notamment donc le traitement infligé aux Ouïghours. Hein. Bon. Je referme la parenthèse. Alors, si donc la Chine a pu dominer le reste de l'Asie, hein, c'est selon Bai Tongdong le résultat d'une absence de concurrents régionaux, hein, qui en fait à long terme a laissé la Chine dans un état d'autosatisfaction et de manque de préparation pour relever le défi de l'Occident moderne. Donc, en somme, le but de cet article n'est pas en fait de ridiculiser les nationalistes culturalistes, hein, mais plutôt de leur intimer, enfin, ou de leur suggérer d'arrêter de penser en termes d'exception chinoise. Si vous savez, il y a cette fameuse idée justement qui se fonde sur le discours de certains de nos intellectuels européens, français en particulier, sur l'altérité chinoise, hein, qui est repris alors à l'envi par le discours officiel en disant oui, c'est vrai, en fait, la Chine est tout à fait autre, hein, et elle est absolument unique en son genre. Hein. C'est ce qu'on appelle la thèse de l'exceptionnalisme chinois, hein, que Bai Tongdong remet en cause ici. Hein. Certes, la Chine, évidemment, on ne peut pas le nier, a été différente et spécifique
sur beaucoup de plans. Et elle a toutes les raisons d'être fière, évidemment, de sa culture et de sa civilisation. C'est pas la question. Mais cette idée de l'exception chinoise est souvent utilisée et instrumentalisée pour refuser la compétition que doivent engager entre elles les civilisations, et notamment donc la Chine avec l'Occident. Donc, si on veut résumer, le problème, selon Baitongdong, c'est pas d'être unique, c'est d'être en compétition, être compétitif. Et le dernier paragraphe de son article est assez éclairant à cet égard. Il dit ceci, donc le pluralisme dont je viens de parler est différent de ce qu'on entend ordinairement par le pluralisme libéral. Ce pluralisme libéral privilégie la tolérance entre les civilisations, mais c'est une tolérance qui dégénère très souvent en indifférence vis-à-vis des autres civilisations, à commencer par un refus de comprendre l'autre en profondeur, et un refus qui se contente d'idées très superficielles et d'une notion relativiste et voire nihiliste, selon laquelle nous serions au fond tous les mêmes. Si je veux traduire de manière un peu familière, tout le monde il est beau. Voilà, c'est ce relativisme que récuse Baitongdong. Le pluralisme dont nous parlons, c'est un pluralisme de la compétition. C'est une compétition qui évite l'extinction physique, la destruction physique et culturelle. Donc nous ne parlons pas d'un choc des civilisations à la façon de Huntington, mais plutôt de l'état d'esprit d'un vrai fan de foot. Alors je soupçonne que Baitongdong lui-même en est un. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut évidemment travailler pour que son équipe gagne, mais qui veut en même temps que les autres équipes survivent pour pouvoir justement être en face. Et ça consiste aussi en fait à être même prêt à aider justement ces autres équipes à survivre. Et la phrase de conclusion, c'est le progrès de la civilisation humaine requiert cette sorte de choc, cette sorte de bataille des dieux. Alors, je ne sais pas si Baitongdong est ici influencé par ses études de physique nucléaire ou bien ses études américaines, quand il conçoit le monde de cette façon, un monde où prédomine le principe de compétition. C'est vraiment le fameux principe de que le meilleur gagne. Alors, toujours est-il que Baitongdong semble ici occuper une position intermédiaire entre les nationalistes à tout crin, pour qui seule la Chine doit dominer le monde, et de l'autre côté, les libéraux, qui, eux, s'inspirent des Lumières européennes pour concevoir la place de la Chine intégrée dans le monde, c'est-à-dire en tant qu'une nation au milieu d'autres nations. Mais quand on en vient à la question politique, l'objectif de Baitongdong, c'est de montrer plus nettement la supériorité de la gouvernance confucéenne, qui constitue, selon lui, l'essence et l'essentiel de la pensée politique chinoise. Et là, on peut dire que Baitongdong a pris son bâton de pèlerin et a commencé donc à porter sa bonne parole chez nous en Europe. Ici, en octobre 2015, vous avez l'affiche de 3 de ces conférences
qu'il a donné à l'UFR de philosophie de la Sorbonne à l'invitation du professeur André Charac. Et les intitulés de ces 3 conférences donnent un peu le ton, c'est-à-dire elles tendent à montrer la modernité de la pensée politique chinoise antique, ce sur quoi on peut évidemment discuter, et d'autre part à montrer la supériorité du modèle confucéen. Alors là aussi, très très discutable. Bon, donc ça va évidemment nous occuper pendant un certain temps. Alors, ce qui nous intéresse dès maintenant, c'est que Maître Pai, puisque ses étudiants en Chine l'appellent Paizi, ce qui veut dire Maître Pai, a ajouté un vers à la fameuse chanson de Gavroche dans Les Misérables de Victor Hugo. Je pense que vous la connaissez tous. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau, et ainsi de suite. Bon, alors c'est la fameuse chanson que chante Gavroche juste avant d'être abattu. Alors, figurez-vous que pour Maître Pai, la faute n'est ni à Voltaire ni à Rousseau, mais bien plutôt à Montesquieu. Alors, quelques mois plus tard, nous retrouvons Maître Pai en Allemagne, à l'Institut Confucius de Francfort, en janvier 2016, où il donne cette conférence en anglais qu'il a intitulée « How has China become a despotic state ?» Comment est-ce que la Chine est devenue un État despotique? Et le résumé de la conférence vous dit que Pai Tongdong prend pour point de départ l'argument selon lequel l'idée que le régime politique chinois traditionnel et despotique était enraciné dans l'ignorance et l'arrogance de l'Occident vis-à-vis de la Chine. Et à partir de là, le professeur Pai montre que cette idée s'est répandue en Chine par l'intermédiaire du Japon. Et il parle ensuite de la façon dont Montesquieu, le voilà, a été le premier à introduire et à développer cette idée que la Chine est despotique. Et notre Maître Pai se propose de montrer combien cette idée est problématique. Et enfin, il se propose de montrer que du fait d'une mauvaise compréhension de la nature véritable du régime politique chinois et du fait des actions qui ont été prises par les Chinois sur la base de cette mauvaise compréhension, la Chine est de fait devenue despotique, mais après, depuis l'effondrement du régime traditionnel chinois, c'est-à-dire à l'époque moderne, au début du XXe siècle, ce qui, de façon ironique, corrobore la conception de Montesquieu sur la nature du despotisme. Ainsi donc, la boucle est bouclée. Ce que dit donc Maître Pai, c'est que, en fait, si on veut affirmer que la Chine est despotique, ça n'est vrai que à partir justement de l'époque moderne, voire contemporaine. Parce que nous allons voir que justement, Pai Tongdong, je ne sais pas si c'est quelque chose qui date d'il y a presque 10 ans, je ne sais pas s'il dirait encore aussi haut et fort maintenant que ce qu'il appelle le despotisme chinois actuel, ça date justement du régime maoïste, qui a culminé avec la révolution culturelle. Alors, avec
le resserrement des boulons très, très sensible depuis justement l'arrivée de Xi Jinping. Je ne sais pas si Bai Tongdong serait toujours aussi affirmatif. Hein. Bien. Alors, ce qui nous intéresse maintenant, c'est un autre article de Maître Paet, paru la même année 2016 dans la revue chinoise Wen Shizhe, qui veut dire littéralement littérature, histoire, philosophie, et dont le nom anglais est Journal of Chinese Humanities, donc le journal des humanités chinoises, paru donc dans le numéro 5 de l'année 2016. Et cet article porte en chinois le même titre que sa conférence à Francfort, Comment la Chine est-elle devenue un État despotique? Et alors là, je vous ai donné sur la diapositive le résumé. Alors je suppose que beaucoup d'entre vous ici ne lisent pas couramment le chinois, mais je vois certains camarades chinois qui eux, peuvent justement lire en direct. Alors je traduis. La raison pour laquelle la théorie d'une Chine traditionnelle despotique est si répandue est sans doute que l'Occident a eu avant tout une approche orientaliste de la Chine à laquelle s'est ajoutée une très grande ignorance à propos de la Chine. En passant ensuite par l'intermédiaire du Japon, cette idée, cette théorie s'est imposée aux intellectuels chinois modernes en quête de salut national. C'est ce qui se passait donc à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Ceci n'explique toutefois pas que ce soit dans une Europe animée de sentiments favorables vis-à-vis de la Chine que Montesquieu a sorti sa théorie sur le despotisme chinois. En conséquence, si l'on veut réfuter la théorie d'une Chine traditionnelle despotique, il faut commencer par une analyse critique de celle de Montesquieu qui en est à l'origine. En réalité, la théorie du despotisme chinois est une mauvaise compréhension du système politique chinois traditionnel, mais ce sont précisément les errances induites à l'ère moderne par cette mauvaise compréhension qui ont mis la Chine sur la voie du despotisme après l'effondrement du système politique traditionnel, corroborant ainsi de manière ironique la théorie de Montesquieu. Alors, vous avez ici, donc là c'est là qu'on reconnaît l'esprit scientifique, très carré. Donc chaque article se présente en 5 parties. C'est pas nos 3 parties de dissertation classique, c'est les 5 parties de Maître Paet. Première partie, donc, la théorie du despotisme de la Chine, origine et évolution. Deuxième partie, la théorie du despotisme de la Chine chez Montesquieu. Troisième partie, despotisme, totalitarisme, féodalisme. Quatrième partie, la Chine est-elle, oui ou non, despotique? Enfin, cinquième partie, conclusion, contre le sens donné à la théorie du despotisme de la Chine traditionnelle. Alors, je vois beaucoup de points d'interrogation dans les regards. Ils se disent, mais moi je pensais avoir un cours sur Montesquieu et là on nous balance du chinois vraiment à grosse tirade. En fait, c'est ma façon d'aborder la question, c'est-à-dire que nous avons un article qui nous permet justement d'aborder le fameux verdict de Montesquieu à travers des lunettes chinoises, c'est-à-dire à partir de la lecture qu'en font les intellectuels chinois actuels. Alors, Bai Tongdong commence par affirmer que l'idée du despotisme de la Chine est d'origine occidentale
est très clairement assignée à Montesquieu, hein, et il souligne qu'elle est d'autant plus paradoxale que cette théorie intervient dans une Europe très majoritairement sinophile. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'attire votre attention sur cet article, c'est que Maître Pais me cite. À ce propos, donc, il cite un article de moi qui est paru dans un journal de Shanghai, le Wenhuipao, en mars 2015, un article dans lequel je montre comment la Chine des XVIIe et XVIIIe siècles, présentée de manière assez idéalisée par les premiers missionnaires jésuites, à commencer par le jésuite italien Matteo Ricci, hein, qui s'est tellement acclimaté en fait à la culture chinoise qu'il a un nom chinois, hein, Limato. Donc, ce sont ces jésuites qui étaient évidemment en correspondance permanente avec les élites européennes. Hein. Tout le monde sait que les jésuites sont d'abord de très grands éducateurs. Hein. Combien de fois j'ai regretté de ne pas être un homme, justement pour ne pas avoir, enfin, pour pouvoir bénéficier justement de l'éducation jésuite. Hein. Bon, parce qu'ils ne prennent que les garçons. Bon, alors. Ce sont les jésuites qui ont fait que leurs interlocuteurs en Europe, c'est-à-dire ce qu'on appelait les philosophes des Lumières, ont commencé à imaginer une Chine idéalisée et essentiellement philosophique. Alors, vous avez, je vous rappelle ici, le récit de cette expédition chrétienne faite par Matteo Ricci et ses compagnons hein, au XVIIe siècle. Et vous voyez ici justement Ricci en costume donc chinois, hein, en compagnie d'un homologue chinois, c'est-à-dire un lettré chinois avec sa coiffe à deux avec les deux volets là. Et donc vous voyez que ici les jésuites ont bien compris que avant de pouvoir commencer à convertir les Chinois à la foi chrétienne, ils devaient en fait s'approprier donc la culture dominante des lettrés. Et ce qui a abouti à ce fameux catéchisme de Matteo Ricci, hein, qu'il a écrit directement en chinois, le Tianzhu Shi, que Thierry Ménard, qui est lui-même un jésuite établi à l'université Sun Yat-sen de Canton, hein, a traduit en français par le sens réel de Tianzhu, c'est-à-dire de Seigneur du ciel. Alors j'en profite pour faire mon petit coup de pub habituel pour cette collection des budets chinois hein, que je coédite aux éditions des Belles Lettres et on les appelle affectueusement les budets chinois parce qu'elles sont conçus sur le modèle des budets grecs et latins. Je pense que certains d'entre vous ont fait comme moi dans leurs années de lycée ou de prépa, donc de pomper des versions grecques et latines dans les budets. Hein. Donc, ce qui est vraiment très commode, c'est que vous avez la version originale sur une page et sur la page en face, en vis-à-vis, donc la traduction annotée en français. Et donc le même concept a été adopté pour créer cette collection en 2010. Oui, bonjour. Donc, et qui maintenant compte presque une quarantaine de volumes. Vous êtes tout à fait les bienvenus pour consulter le catalogue hein, qui couvre véritablement toutes les époques, tous les domaines et qui couvre même en fait des écrits coréens et japonais en attendant le volet vietnamien puisque
comme chacun sait, donc les lettrés japonais et coréens et vietnamiens se sont très longtemps exprimés donc en chinois classique pour leurs écrits de savants. Alors, j'en reviens donc à nos jésuites qui, donc Matteo Ricci meurt à Pékin donc en 1610, au début du XVIIe siècle, et à la fin du siècle, en 1687, paraît le fameux Confucius Sinarum Philosophus, dont vous voyez que c'est un volume absolument monumental qui présente en latin de grandes portions justement de la tradition scripturaire confucéenne. Vous avez une partie des classiques confucéens qui sont traduits en latin par une équipe de jésuites sous le patronage de Louis le Grand, c'est-à-dire notre brave Louis XIV. Donc ça, on voit ici que les jésuites sont toujours très très proches du pouvoir, que ce soit en France ou en Chine, et qu'ils bénéficient donc du patronage des grands de ce monde. Alors, mon article essayait de montrer ce phénomène assez spectaculaire qui s'est passé en quelques décennies, c'est-à-dire entre le moment où notre Voltaire national en France et Leibniz en Allemagne, sur la foi des récits des jésuites, se représentaient la Chine comme un royaume idéal, gouverné par un sage éclairé, et dominé par la figure d'un philosophe nommé Confucius, que vous voyez représenté ici dans justement ce volume monumental. Ici, Confucius est représenté sur fond d'une bibliothèque qui n'a absolument rien de chinois, c'est une bibliothèque tout à fait européenne, et donc vous avez manifestement la représentation de Confucius comme une sorte de lettré chinois, mais sur fond européen, sur fond de savoir européen. Donc, vous avez au XVIIIe siècle, c'est Voltaire, c'est Leibniz, qui parle de la Chine comme d'une nation philosophique par excellence, et de là, on passe de manière assez rapide à cette Chine qualifiée de despotique par Montesquieu, dans son Esprit des lois qui date de 1748, nous sommes au milieu du XVIIIe siècle, et qui se trouve rejetée en quelques décennies, donc ça se passe dans la deuxième moitié du XVIIIe et au début du XIXe siècle, la Chine se retrouve rejetée en dehors du champ de la philosophie, avec un grand P, nouvellement défini par les grands Allemands, que sont Kant, qui naît en 1724, peu après la mort de Leibniz, et bien sûr Hegel, qui naît en 1770, c'est-à-dire peu avant la mort de Voltaire. Donc tout ça se joue véritablement en quelques décennies, d'où la question donc, comment se fait-il que Montesquieu ait pu, dans son esprit des lois, avoir un jugement aussi négatif dans un tel contexte. Alors, le coupable, le voici, de son nom et de son titre complet, Charles Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, qui est né en 1689 et mort en 1755. Vous avez ici, d'après les experts, le seul tableau de Montesquieu qui soit véritablement authentifié et que vous pouvez voir actuellement au château de la Brède. Alors, je dois dire avec une certaine émotion que j'ai eu cet honneur pas plus tard qu'il y a 2 mois, où j'ai été invité par la municipalité de la Brède dans une journée, des journées consacrées
à la thématique de la démocratie. Cette municipalité de la Brède organise chaque année donc des journées sur une thématique donnée, cette année sur la démocratie, et c'est ainsi que, évidemment, je me suis précipitée à la Brède, donc à quelques kilomètres de Bordeaux, pour justement aller dans une sorte de pèlerinage chez Montesquieu. Et vous avez en dessous donc le nom de Montesquieu en chinois. Vous pouvez épater vos amis en disant « je sais dire Montesquieu en chinois ». Meng de Sejiu. Alors c'est la translittération qui prédomine actuellement, parce que le Montesquieu, c'est pas absolument évident à translittérer en chinois. Et donc on est passé par différentes translittérations, mais c'est celle qui prédomine actuellement. Meng de Sejiu, donc auteur, comme vous savez, donc de l'Esprit des lois, dont vous avez ici donc la couverture de la première édition parue à Genève en 1748. Et alors en chinois, ça donne donc Lunfa de Jingshen, c'est-à-dire donc le Lun, qui veut dire parler de, traiter de, traduit le de, c'est un peu le dé latin, de l'esprit des lois. Et en dessous, vous avez donc la traduction chinoise de ce fameux terme de despotisme, qui se dit en chinois donc Zhuanzhi. Alors, avant d'aborder donc justement toutes les polémiques concernant ce terme de despotisme et de ses traductions en chinois, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis donc à la prochaine fois, si le Bouddha nous prête vie, bien sûr, comme d'habitude. Merci.